à un véritable retour en arrière crédible de ce programme nucléaire. Bonjour, Monsieur l'ambassadeur. Bonjour. Joshua Zarka. Est-ce qu'Israël est prêt à suivre les conseils du ministre français des Affaires étrangères ? Vous savez, dans chaque opération militaire, il y a un avant et un après. L'avant, c'est généralement l'échec de la diplomatie. Alors, ça fait 25 ans que la diplomatie essaye d'empêcher l'Iran d'avoir l'arme nucléaire, et ça fait 25 ans que la diplomatie internationale, il faut dire, fait en sorte de minimaliser les capacités nucléaires iraniennes, et ça a échoué. Le dernier rapport du directeur général de l'AIEA, M. Grossi, disait d'une façon très claire qu'il est impossible, il lui est impossible d'expliquer pourquoi l'Iran a ce qu'elle a à des fins pacifiques, et que l'Iran avait suffisamment de matériel fissile pour 8 bombes nucléaires, 8 armes nucléaires. Il y a cela, et il y a aussi le fait que les Iraniens ont continué d'avancer et continué à menacer mon pays de destruction. Alors, donc, il y a l'utilisation de l'option militaire. Avant cela, il y avait l'échec de la diplomatie, mais quand nous aurons terminé, quand nous aurons atteint nos buts militaires, il y aura peut-être aussi besoin d'une option diplomatique qui permettra de fermer cet événement complètement. Quand est-ce que vous aurez atteint vos objectifs militaires ? Je ne peux pas vous donner un temps à cela, je peux vous dire que nous avons encore du travail à faire. Et quelle est la nature de ces objectifs militaires ? Ces objectifs sont très clairs. Premièrement, c'est de nous débarrasser des menaces, je dirais, existentielles qu'il y avait contre nos pays qui venaient de l'Iran. Il y en avait deux. La première menace, c'était les capacités balistiques que l'Iran a développées ces dernières années. Et on voit justement les capacités résiduelles, parce qu'on s'est débarrassé d'une grande partie de leurs capacités balistiques ces derniers jours, qui attaquent mon pays. Et on voit ils essaient de tuer le plus de civils possible. Et on voit les résultats de ces attaques, qui sont des résultats terribles. Et parallèlement, il y avait aussi l'option nucléaire militaire que les Iraniens développaient, et qui était arrivée à un niveau où nous avions défini auparavant, que ce soit aux Iraniens et en général, que à partir d'un certain niveau, Israël se sentirait obligé d'avoir une opération militaire pour les empêcher de continuer d'avancer. Les objectifs de guerre, le but de guerre que vous décrivez, Joshua Zarka, est un but de guerre purement militaire. Est-ce que vous pouvez m'assurer que le but de guerre d'Israël n'est pas un changement de régime ? Nous l'avons, je le dis sur tous les plateaux, je le répète d'une façon catégorique. Le changement de régime ne fait pas partie des buts militaires ni des buts politiques de cette opération. On a entendu quand même des messages de la part du gouvernement israélien à l'adresse du peuple iranien. Donc c'est pour ça que la question se pose. Oui, j'ajoute à ce que je viens de dire que si ça arrivait, ce serait pour le bien de toute la région, pour le bien des Iraniens, pour le bien de la stabilité régionale et bien sûr pour notre bien à nous. Vous savez, nous n'avons aucun problème avec le peuple iranien, bien au contraire. Le peuple iranien est un peuple ami, avec lequel nous avions d'excellentes relations dans le passé et avec lequel nous aurons d'excellentes relations dans le futur. La seule raison pour laquelle nous sommes en conflit avec l'Iran, c'est à cause de ce régime. Nous n'avons ni frontières communes, ni de disputes territoriales ou autre chose. Nous avons seulement la haine qu'ont les Iraniens pour les Israéliens. Et une fois qu'a le régime iranien pour les Israéliens, et une fois que ce régime aura disparu, cette haine aura disparu avec. Mais ce n'est pas le but. Vous ne pensez pas que justement l'attachement au nucléaire et à l'arme nucléaire dépasse les clivages qui peuvent y avoir à l'intérieur du peuple iranien, que c'est pas quelque chose... Vous ne pensez pas, vous ne voyez pas que ça fait consensus au sein de l'opinion iranienne ? Non, les Iraniens veulent se débarrasser de ce régime. Et nous faisons très attention à ne pas toucher les civils iraniens. Les Iraniens veulent se débarrasser de ce régime, peut-être, sans doute, mais est-ce que vous ne pensez pas que le projet nucléaire est quelque chose qui transcende les clivages et les opinions à l'intérieur de la société iranienne, et que même les opposants au Mollah tiennent à ce programme nucléaire. C'est un programme d'ailleurs qui a commencé avant la révolution de 1979. Il y a un risque, clairement, mais n'oublions pas que, par exemple, il y a un réacteur nucléaire civil à Boucher qui n'est pas touché. Alors, ce n'est pas que nous avons un problème avec les capacités nucléaires civiles. Bien au contraire, Boucher est un réacteur qui est fait pour l'électricité et nous n'avons aucune intention de le toucher. Par contre,
toutes les infrastructures iraniennes nucléaires qui ont une capacité d'être des infrastructures militaires, là, nous les ciblons et nous les touchons. Joshua Zarka, vous disiez que les capacités balistiques iraniennes font encore beaucoup de mal à Israël. 24 morts au moins à l'heure où on se parle, 700 blessés en Israël. Est-ce que le système de sécurité d'hommes de fer dont s'est doté Israël n'a pas montré ses limites? Non, mais vous savez, le dôme de fer n'était pas... le dôme de fer était seulement, il faut dire, une des couches du système de défense. Il y en a 5. Jusqu'à 5. C'est seulement une des couches du système de défense. Mais ce n'est pas un système hermétique. Quand les Iraniens tirent des centaines et des centaines de missiles contre Israël, certains de ces missiles, malheureusement, réussissent à passer. Ce n'est pas un système qui est hermétique. Mais nous nous défendons. Si nous n'avions pas ce système de défense, la situation sur le terrain en Israël serait totalement différente. Ce serait des centaines ou même des milliers de morts que nous aurions jusqu'à présent. Ce qui prouve quand même, effectivement, comme vous le disiez, il y a encore des capacités balistiques en Iran. Tout à fait. Malgré les frappes qui ont été menées maintenant ou avant. Et les frappes continuent à être menées afin justement de nous débarrasser de ces capacités balistiques qui sont encore entre les mains des Iraniens. Question aux diplomates que vous êtes, Joshua Zarka, puisqu'on parlait justement de la question diplomatique. On a effectivement, on voit à l'heure où on se parle encore un certain nombre de propositions de médiation qui sont formulées. On va y revenir. Peut-être une question précise, puisqu'on a commencé notre entretien sur ça. Qu'attendez-vous de la France exactement? Qu'attendons-nous de la France exactement? Qu'elle donne le soutien moral et un soutien, disons, clair. Qu'elle continue de donner ce soutien clair sur le dossier iranien qu'elle a donné jusqu'à présent et qu'elle attire d'autres pays et qu'elle réussisse à s'entourer d'autres pays européens ou occidentaux qui adoptent cette position. Pensez-vous que Paris renoncera à reconnaître un État palestinien dans Non, je ne pense pas. Vous le regrettez? Bien sûr. Bien sûr, mais n'oublions pas, vous savez, la question de l'État palestinien est beaucoup plus complexe que la reconnaissance par la France ou l'autre. Israël a proposé à 4 différentes occasions la création d'un État palestinien aux Palestiniens pour un accord de paix. Ces 4 occasions, les Palestiniens sont ceux qui ont rejeté cet accord de paix. C'était un accord qui leur permettrait de créer un État sans aucune condition. La première fois, c'était en 2000 avec Arafat. 2 fois ensuite, c'était aussi Arafat, immédiatement après le fiasco de Camp David, le rejet par Arafat de l'offre de Camp David. Et ensuite, la 4e fois qu'on avait proposé la création d'un État palestinien, c'était Olmert qui avait proposé à Mahmoud Abbas. Et là aussi, ça avait été rejeté d'une façon très claire. Non, mais et en plus, il y a autre chose, un point qui est très important, c'est qu'entre les 3 premières propositions et la 4e, nous nous sommes retirés d'une façon unilatérale de la bande de Gaza. Et ce que nous avons fait, c'est nous avons permis aux Palestiniens de créer un État sur la bande de Gaza. Et ce que nous avons reçu à la place d'un État qui pourrait vivre à nos côtés pacifiquement, c'est un État du Hamas qui nous a donné finalement le 7 octobre. Revenons aux frappes en Iran, Joshua Zarka. Est-ce que la Russie vient de le réaffirmer en disant qu'elle est prête à jouer les médiateurs dans ce conflit et accepter de recevoir l'uranium iranien, vieille proposition d'ailleurs que Moscou avait déjà fait à la fin des années 2000, donc réitérée aujourd'hui. Est-ce que ça pourrait être une solution? Là, si vous vous rappelez, le matériel fissile, l'expatriation du matériel fissile iranien vers la Russie était quelque chose qui faisait partie du JCPOA, de l'accord nucléaire de 2015. La question aujourd'hui est une question plus large. Est-ce que la Russie en général est un pays qui peut être signataire et à qui la communauté internationale peut avoir confiance quand on parle de matériel fissile qui sort de l'Iran? C'est une grande question. Ce n'est pas seulement une question qui nous est posée à nous Israéliens, mais je pense que c'est plutôt à la communauté internationale de décider si oui ou non
ce serait un Mais partenaire. Israël fait partie de la communauté internationale, si je ne m'abuse. Seulement notre question. Donc, et le point de vue israélien sur cette question? Une fois que cette proposition sera présentée de façon crédible et sérieuse, le gouvernement israélien prendra une position. Et ce ne sera pas ma décision à moi, ce sera celle du Premier ministre et du gouvernement israélien. Et quelles sont les hypothèses de position que pourrait prendre le gouvernement israélien dans ce cas-là? Oui ou non, ou peut-être. La Turquie, à l'instant, vient elle-même aussi de proposer ses services pour des pourparlers, pour des discussions. Est-ce que ce serait une bonne idée? Je ne suis pas sûr qu'Erdogan est l'acteur en qui nous pouvons avoir confiance aujourd'hui. Est-ce que vous souhaitez que les États-Unis s'impliquent dans le conflit? Vous savez, les États-Unis, d'une certaine façon, sont déjà impliqués parce qu'ils nous aident dans la défense des cieux israéliens contre les attaques iraniennes. Alors, clairement, oui, nous ne demandons pas aux Américains de participer à l'offensive. Ils ont été un peu mis devant le fait accompli? Non, pas du tout. Vraiment? Non, pas du tout. Vraiment? Oui, vraiment. Vous savez, ils ont été partie prenante dans la décision. Il y a une énorme différence dans les affaires internationales, et c'est important que tout le monde le comprenne. Il y a une énorme différence entre ce qui apparaît, ce qui est dit, ce qui est présenté aux médias et ce qui se passe derrière les portes fermées. Une énorme différence. Je suis Azarka. Il y a deux choses. C'est-à-dire que dire aux Américains « on va frapper », les informer, c'est une chose, mais est-ce que les Américains ont été consultés dans la prise de décision? Je vous donne des exemples dans le passé. En 2012, c'est maintenant connu, Israël avait l'intention d'attaquer l'Iran. Le président, on en avait parlé aux Américains, le président Obama avait dit non. Et on s'est arrêté. En 2007, quand nous avons attaqué le réacteur nucléaire d'Ir az-Zor syrien, en Syrie, il y a un livre entier qui a été écrit à ce sujet par un Américain. Il s'appelle Tested by Zion, le livre. Je vous propose de le lire. Dans lequel il décrit d'une façon très précise les discussions qu'il y avait et le fait qu'en fin de compte, les Américains ont dit nous n'allons pas participer à cette attaque, etc. Les relations qui existent entre Israël et les États-Unis sont telles qu'on ne met pas les États-Unis devant un fait accompli. On en parle très, très longuement et on se met d'accord sur les points. Et sur la politique et sur les affaires, pour la politique à prendre envers un problème ou un autre. Dans ce cas-là, c'est la même chose. Il y a eu de longues discussions. Vous savez, quand le président Trump a décidé d'opter pour les négociations diplomatiques, il a donné aux Iraniens 60 jours. Il a été très clair. Vous avez 60 jours. Après 60 jours, je n'ai plus aucune obligation. N'oublions pas que l'opération a commencé le 61e jour de ce calendrier. Je reviens à l'actualité entre les relations entre la France et Israël. Se tient actuellement le salon du Bourget, le salon aéronautique. Les stands israéliens, sur décision française, les stands militaires israéliens ont été fermés. Israël condamne cette décision sans précédent et outrageante. Est-ce que vous ne comprenez pas que c'est compliqué de laisser des stands militaires dans les conditions actuelles? Non, pas du tout. Je ne comprends pas ça du tout. Franchement, c'est quand Israël... les armes qui sont utilisées, qui sont présentées par les industries israéliennes, sont des armes qui sont utilisées par les pays européens, par la plupart des pays européens, pour se défendre contre des agressions venant de l'Est. Je ne vois pas comment présenter des armes qui sont utilisées par tous les pays européens serait un problème. Bien au contraire. Et franchement, des fois, il est difficile de suivre la position française vis-à-vis d'Israël dans les différents sujets. Revenons justement aux frappes en tant que telles. Est-ce que le risque pour Israël, au-delà des débats qu'il y a actuels, n'est pas d'avoir abattu sa carte maîtresse en procédant à ces frappes? Pour l'instant, l'idée de frapper l'Iran dans son cœur nucléaire était une menace, qui était la menace suprême qui était vous savez, agitée par Israël. N'oublions pas, ça fait 25 ans que ce programme avance. Il avance petit à petit. En 2003, ils avaient déjà pris la décision
de développer l'arme nucléaire. Si les Iraniens qui ne connaissent pas ce sujet, comme l'ambassadeur d'Iran ici qui a donné un interview ce matin, qui clairement ne connaît pas les détails de ce sujet, vous croyez je suis persuadé. Je les invite à venir en Israël. Nous avons certains documents que nous avons empruntés en Iran il y a quelques années, un archive nucléaire, et dans lesquels c'est décrit d'une façon très claire. Ils avaient pris la décision de s'armer, de se doter de l'arme nucléaire. Ils se sont arrêtés à cause de la crainte d'une attaque américaine. Et ils ont repris ces derniers temps cette décision de se doter de l'arme nucléaire. Une grande partie des personnes qui ont été éliminées le premier jour de l'opération étaient ceux qui faisaient partie de la prise de décision justement de se doter de l'arme nucléaire et ceux qui mettaient cette décision en œuvre. Deux dernières questions par rapport à ce dossier, Joshua Zarka. La première, c'est que, certes, l'état-major iranien est décapité, le système de renseignement iranien décapité, un certain nombre de scientifiques ont été éliminés. Néanmoins, est-ce que vous ne pensez pas que, malgré toutes les frappes qui pourront être menées, une fois que cette campagne sera terminée, les Iraniens n'auront pas la capacité de reprendre leur programme nucléaire. Autrement dit, vous pouvez anéantir au maximum les capacités. Il y a une chose qui n'est pas encore acquise, c'est que vous ayez anéanti la volonté et la détermination iranienne à se doter de cette arme nucléaire. C'est une très bonne question. Et quand je parlais justement du fait que autour de chaque activité militaire, il y a une activité diplomatique qui a échoué et une activité diplomatique qui doit fermer l'événement. Là, je pense que la communauté internationale aura un rôle très important à jouer pour fermer cet événement et faire en sorte qu'il n'y ait pas une envie iranienne dans le futur, dans 15-10 ans, d'essayer de reprendre ce programme. C'est compliqué de faire passer l'envie. C'est compliqué. Ne craignez-vous pas justement que ces frappes aboutissent à l'effet inverse de l'effet désiré et qu'au lieu de faire renoncer les Iraniens à se doter de l'arme nucléaire, elles les renforcent dans cette conviction? Même si c'est la renforcer, vous savez, reprendre et reconstruire ce qui a été détruit, ce qui va continuer d'être détruit, va leur prendre des années. Mais les formules restent dans les têtes. Par exemple, justement, les têtes ne sont plus sur place. Oui, mais il y en a d'autres. Oui. Même s'il n'y a pas de tête nucléaire, ça prend un certain temps pour faire un doctorat en énergie atomique. Vous savez, quand nous avons attaqué au Irak, au Deir ez-Zor, en Irak et en Syrie. En Irak et en Syrie, effectivement. Et la même question s'était posée. Combien de temps ça va repousser le programme? Et pourquoi pensons-nous que les Syriens ou les Irakiens ne vont pas reprendre ce programme et essayer de le remettre sur pied? Et le fait est que ça ne s'est pas fait. Le programme nucléaire iranien est nettement plus avancé que ne l'était le programme irakien et le programme syrien. Effectivement, et c'est d'ailleurs pour ça que nous avons dû opérer. Merci beaucoup Joshua Zarka d'avoir répondu avec franchise aux questions qui vous étaient posées avec la même franchise. Merci beaucoup et on va continuer bien évidemment à suivre ce dossier et vous avez table ouverte pour venir commenter et réagir au développement de cette actualité.